Aujourd'hui, j'ai devant moi Éric Normandin, connu sous le nom de Mesmer l'hypnotiseur. Ça arrive pas souvent que vous faites appeler Éric Normandin? Ça arrive de plus en plus parce que maintenant, les gens le savent. Avec Internet aujourd'hui, écoute, j'essaie de garder mon nom privé le plus longtemps possible. Et une journaliste, un jour, a sorti mon nom dans une entrevue. Et depuis ce temps-là, mais ça a resté. Et j'ai arrêté de me battre avec ça parce qu'au début, je voulais garder Mesmer et mon nom, Éric Normandin, un peu plus privé pour éviter d'avoir des gens qui arrivent à la maison. Parce qu'à l'époque, les gens, même encore aujourd'hui, je reçois des tonnes de mails de gens qui veulent se faire traiter par l'hypnose. Écoute, là, avec mon nom, ils trouvaient mon adresse, ils venaient cogner à la porte. Et là, je disais, écoute, non, faut pas que ça aille jusque-là. Et finalement, mais j'ai arrêté de me battre avec ça parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, Internet, ça ressort partout. Alors, ben quand même, les gens m'appellent Mesmer ou Mess pour les intimes. OK, c'est Mess, les intimes. Oui, c'est ça. Et quand les gens m'appellent Éric, je me retourne même pas. Je te jure. C'est vrai? Éric, puis c'est comme s'ils me parlaient même pas. C'est tellement que je suis habitué de me faire appeler Mesmer ou Mess. C'est ça. Je me tourne vers les auditeurs. Là, si vous avez des questions pour Mesmer ou Mess, Mess, oui. des questions ou des mots pour lui, vous pouvez nous écrire dans la messagerie au 98985. Je vais les lire avant d'aller aux pauses, au retour des pauses aussi. Bon, c'était une grosse semaine, la première de spectacle. Oui. Ça s'est bien passé? Très bien passé. Écoute, on avait une salle comble au casino et on retourne demain justement au casino. C'est complet aussi. Alors, je vois la réponse des gens. Je vois le public qui rit aux larmes. Je vois les gens se taper sur des cuisses tellement le show est drôle et rythmé. Et ça me fait plaisir de voir ça. Ça me fait plaisir de voir aussi qu'au Québec, les gens continuent de me suivre parce que j'ai une carrière en Europe depuis 12 ans qui marche très bien. Je fais 6 mois par année là-bas, 6 mois par année au Québec. Et je pourrais rester seulement qu'en Europe et performer là-bas, faire... Ce serait suffisant pour vous. Ah, oui, amplement. Mais je me dis, écoute, le marché québécois, je l'ai tellement travaillé pour réussir à faire ma place que je peux pas le laisser tomber comme ça. Puis ça me fait plaisir d'être chez nous puis de voir les Québécois qui sont là, qui reviennent voir le show, qui découvrent l'hypnose et ceux qui étaient là dès le départ, qui reviennent voir le show. Ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir continuer de performer au Québec. Justement, on va revenir au début là, de votre histoire parce que je le disais, l'objectif, c'est d'apprendre à vous connaître autrement. Là. Ouais. Vous venez d'une petite ville au Québec, c'est bien ça? Oui. De quel endroit précisément? Écoute, en Montérégie, c'est Saint-Césaire. Les gens... Saint-Césaire, c'est dans le triangle des Bermudes. C'est comme ça, mais c'est le triangle où on a eu les pannes d'électricité. On a une centrale électrique à Saint-Césaire et c'est celle-là qui avait été vraiment touchée. On faisait partie... on était dans le milieu du triangle lors du verglas. Du verglas en 98, c'est oui. ça. Et alors, c'est ça. Saint-Césaire, j'ai grandi là. J'ai été là jusqu'à mes 18 ans, autour de ça. Ensuite, j'ai déménagé encore à Montérégie, dans le coin de Saint-Liboire, Saint-Hyacinthe. Alors, j'ai tourné autour et je suis toujours dans la Montérégie. Ouais. Vous avez déjà mentionné avoir grandi dans une famille atypique. Ça ressemblait à quoi votre enfance? Ben, mon enfance, on est une famille de 5. Hein, et moi, je suis le petit dernier. Je suis arrivé 7 ans après ma sœur. Alors, je dis à ma mère, quoi, j'étais une erreur? C'est quoi? Je suis arrivé 7 ans plus tard. Elle a dit non, fallait que tu sois là à ce moment-là. Et ça, je le crois maintenant. Je le sais maintenant aujourd'hui que oui, je devais être ici pour quelque chose. Bon, bref, alors j'ai famille atypique. Ma famille, mon père, ma mère, c'était des journaliers. Ils travaillaient dans une usine de vêtements. Ils fabriquaient des vêtements, des trucs comme ça, là, des pantalons, des trucs comme ça. Là. Alors, ouvriers, mes grands-parents, c'était pareil, des ouvriers cultivateurs. Ils travaillaient sur des fermes. Mon grand-père était jockey aussi. Oui. Ouais, il était jockey, Blue Bonnet, des trucs comme ça. Alors, ouais. Et lui, il voulait apprendre l'hypnose, mon grand-père, pour apprendre à... on pourrait dire, contrôler ses chevaux, leur donner avec l'hypnose une capacité supérieure de finir les courses plus rapidement. Et ça, je te parle d'il y a longtemps. Et ben voyons donc! Au final, l'histoire dit pas s'il y a... En tout cas, il n'a pas fait fortune avec ça. Est-ce qu'il a réussi aussi, c'est la question? C'est réussi. Je sais pas si ça avait été réussi. Mais moi, l'histoire, c'est que mon grand-père a commencé à lire des livres sur l'hypnose et ça a vraiment pas collé à lui. Je pense qu'il s'est découragé trop rapidement. Il dit, non, ça marchera pas, ces trucs-là. Puis il a mis le livre sur la tablette. Et finalement, ce livre-là s'est retrouvé dans mes mains plusieurs années plus tard. Et c'est là que, grâce à son achat qu'il a fait dans les années 30, ça a été pour moi un événement déclencheur dans les années 70. Alors, tout près de 40 ans plus tard, j'ai eu ce livre-là et ça fait qui je suis aujourd'hui. Hein. Ouais.
Ben là, moi, je veux entendre parler de ce livre-là. Je peux pas en parler, je le garde là-dessus? secret. Non, mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Comment il s'est retrouvé dans vos mains? Ben, c'est des livres qui étaient donnés aux étudiants, excuse-moi, aux étudiants qui voulaient apprendre l'hypnothérapie. Et que c'est un livre qui a été écrit dans les années, 1895. Alors, c'est un livre qui date de plusieurs années. Mais déjà, l'hypnose, ça fait plusieurs années que ça existe. Et en 1895, les techniques d'hypnose qu'il y avait dans ce livre-là, aujourd'hui, sont encore bonnes aujourd'hui parce que l'être humain n'a pas trop changé. Oui, on a changé physiquement, mais mentalement et la façon dont le cerveau fonctionne, ça reste pareil depuis des milliers d'années. Et les techniques qui étaient données dans ce livre-là aux étudiants hypnothérapeutes, par exemple, servent encore aujourd'hui. Je m'en sers encore aujourd'hui. Les techniques d'emmener une personne dans un état second ont été, pour moi, la base de ce que je suis aujourd'hui. Et ce livre-là, mais il y avait une section à la fin du livre qui donnait des techniques pour faire des shows, des spectacles d'hypnose, divertir les gens avec l'hypnose. Alors, la section divertissement, à la fin, moi, je l'ai vraiment aimé et c'est ce que je faisais quand j'étais petit. Je faisais un peu du copier-coller à ce qu'il y avait dans le livre avec mes amis autour de moi. Bref, ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Mais est-ce qu'il se passait quelque chose quand vous faisiez ces spectacles avec vos amis? Écoute, à 7 ans, j'ai commencé à pratiquer l'hypnose. 7 ans? À 7 ans, j'avais un de mes amis, je lisais ce livre-là. Je pense que c'est le premier livre que j'ai lu d'un bout à l'autre. J'ai pas fait des bandes dessinées. Moi, c'était ça. C'était mon livre de chevet, c'était ça. Et, vous l'avez lu combien de fois? Écoute, je l'ai lu toute ma vie. Alors, même encore des fois, j'y fais référence. Je vais aller voir un petit truc là. Puis c'est drôle quand même de voir comment la science a évolué, puis comment on comprend un peu mieux aujourd'hui, comparativement en 1900. Aujourd'hui, comment on comprend un peu mieux les fréquences du cerveau. Justement, on parlait de Hertz dans mon show, les 13 Hertz, mais on comprend maintenant avec des casques à EEG, on a pu les quantifier, calculer, on le voit dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe. Et à l'époque, on ne comprenait pas ça. On savait pas. On savait le phénomène, on savait le résultat, mais on ne savait pas pourquoi. Et donc, on commence à comprendre un peu mieux le pourquoi du comment que l'hypnose fonctionne. Mais à 7 ans, je pratiquais avec mes amis autour de moi et je faisais des tests de réceptivité, puis ça marchait très, 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 très bien. Et c'est là que j'ai eu la piqûre. Je disais, OK, ce que je lis, c'est vrai, parce que là, je vois un résultat. Alors, j'ai plongé dans le livre encore plus et j'ai pratiqué encore plus. Écoute, hey, imagine. À l'époque, on pensait que si on gardait des yeux ouverts le plus longtemps possible et qu'on fixait une personne, on pouvait l'hypnoptiser, rentrer en fascination. Oui, il n'y avait pas aussi la pierre là, qu'on balançait de droite à gauche? Autour, on appelle ça un pendule, là, et, oui, ou les miroirs tournants. Écoute, il y a plein de trucs mécaniques qui nous aidaient à provoquer l'état hypnotique. Et j'ai pratiqué longtemps, moi, à m'empêcher de fermer mes paupières. Écoute, je pouvais faire peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure sans même cligner des yeux. Écoute, j'ai pratiqué ça. Pour aujourd'hui, je comprends que ça sert absolument à rien. Il y a des techniques différentes, en tout cas, pour amener une personne dans un état d'hypnose. Mais c'était drôle de voir à quel point j'étais investi dans ma pratique, à garder mes yeux ouverts, comme ça, à fixer et à pas cligner des yeux. C'était particulier, ouais. Comment vos amis ils prenaient ça? J'imagine que vous arrivez là, vous avez 7 ans, puis là, OK, je vais vous hypnotiser. Ça devait donner une ambiance spéciale. Avec mes amis proches, c'était bien perçu, c'était à la blague, tout ça, mais quand ça commençait à sortir de mon cercle d'amis, là, j'étais perçu comme étant un sorcier, comme étant celui qui prenait des sciences occultes, qui avait été griffé par le diable. On peut dire ça comme ça. C'était assez particulier. Et c'est là que je me suis tu. C'est comme j'ai dit, OK, j'arrête d'en parler. J'arrête d'en parler parce que là, je voyais les regards changer. Les gens commençaient à avoir peur de moi. J'ai dit, OK, il faut que j'arrête parce que pour moi, c'était naturel. Ça fait partie de notre famille depuis tellement longtemps. Ce livre-là, mon père en faisait un peu d'hypnose sans faire de spectacle. Mais bref, moi, je pensais que tout le monde connaissait ça. Mais non, là, je me suis aperçu que ça pouvait faire peur aux gens. Et même ma mère, au départ, a eu peur. Elle me dit, écoute, arrête de lire ça. Ça peut être dangereux pour toi. Ça peut être dangereux pour les autres. La fausse croyance qu'il y avait autour de ça. Aujourd'hui, ma mère, c'est ma plus grande fan. Elle me suit partout quand je suis dans la région. Elle est là. Bref, non, c'est assez particulier comment le regard a changé au niveau de mes amis, au niveau de l'entourage. Et aujourd'hui, mais je suis content de leur montrer que je suis encore là. Il n'y a pas eu de danger, il n'y a pas eu de quelque chose de grave qui s'est passé en moi avec les gens qui ont vécu l'expérience non plus. Alors, on comprend un peu mieux. Je peux l'expliquer un peu mieux aussi, ce qui se passe dans l'esprit d'une personne sous hypnose. Alors, ce n'est plus perçu comme de la sorcellerie aujourd'hui. En tout cas, il y en a encore qui le voient comme ça, mais il y en a beaucoup moins. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez hypnotisé quelqu'un? Le premier moment? Oui, c'est justement, j'avais 7 ans, 8 ans, autour de ça, où j'ai fait une catalepsie de son bras, c'est-à-dire que son bras ne pouvait pas bouger.
Il a raidi son bras comme ça, tellement raide. Et là, moi, j'avais des incantations. Ton bras est raide, raide, raide. Impossible de plier ton bras. Et paf! Et son bras est resté coincé. Moi-même, je ne le croyais pas. Je disais, ben non, arrête, là. Plie-le, ton bras. Merde, c'est facile. Regarde mon bras qui plie, là. Fais-le. Je te jure, je peux pas. Mais je dis, arrête. Écoute, je suis tout jeune. Puis là, je ne crois pas moi-même. Je dis, non, mais arrête, plie-le. Non, je peux pas. Je dis, attends, là, je prends son bras et j'essaie de le plier moi-même. Et là, son coude a craqué. J'ai entendu je n'ai pas brisé son bras, là, mais j'ai entendu le craquement. Et là, lui qui commence à pleurer, j'ai fait, OK, mon ami qui pleure devant moi, là c'est parce que c'est vrai. Et là, j'ai pris un coup de panique. J'ai fait, non, attends, est-ce que je vais être capable de le ramener à la, à la réalité? Finalement, 2 jours plus tard, non, c'est pas vrai, ça n'a pas pris 2 jours. Oui, là, vous voyez mes yeux. OK. Non. Mais quelle histoire quand même! C'est revenu dans les minutes qui suivent parce que j'ai pris le livre de mon grand-papa. Je dis, OK, comment on fait l'effet inverse? Et là, il y avait la technique, comment arriver à faire l'effet inverse. Et c'est comme j'ai commencé comme ça. Et dans le livre de mon grand-père, on disait, écoute, avant d'hypnotiser une personne, il faut pratiquer à la réveiller. Mais je dis, qui va l'hypnotiser pour que moi, je puisse réveiller? J'ai pas d'hypnotiseur autour de moi que je connais, alors j'ai pas eu le choix. Je me suis lancé à hypnotiser les gens avant même de savoir les éveiller. Et... Vous l'avez appris d'une manière un peu paniquante, comme on dit, avec le bras figé. Je suis un autodidacte dans la vie, alors c'est comme ça que j'ai appris quand même, avec essais, erreurs. Mais les erreurs, écoute, c'est plus dans la façon d'induire l'induction, d'amener l'induction hypnotique. Des fois, j'arrive devant une personne, bon, OK, ça n'a pas marché, il faut que je trouve une façon différente. Alors, ça m'a... Toute ma vie, j'ai trouvé des techniques différentes pour les personnes qui sont devant moi pour arriver à les emmener dans un état second. Puis il y a des gens avec qui ça va me prendre 2 heures, 3 heures pour réussir à provoquer l'effet hypnotique. D'autres, plusieurs séances d'1 heure établies sur plusieurs semaines pour réussir à atteindre le subconscient. Mais maintenant, mon taux de réussite est beaucoup plus fort qu'à l'époque. Ça, en effet, mes techniques ont évolué avec le temps. Mais c'est quel genre de technique? Ça se passe dans votre tête, ça se passe dans ce que vous dites, ça se passe dans le regard? C'est tout à la fois, On essaie de stimuler les 5 sens ou de faire appel aux 5 sens. La vue, quand je bouge devant vous, l'ouïe, la façon de m'entendre, l'odorat, des fois, peut aider à hypnotiser une personne. Une bonne odeur nous ramène des souvenirs, des fois qu'on croyait oublier depuis longtemps. Alors, une odeur qui passe, exemple, une tarte aux pommes, ça paraît niaiseux comme ça, mais une tarte aux pommes, ça nous amène ailleurs, ça nous amène à nos pensées. Et là, quand on est dans nos pensées, il y a une porte qui s'ouvre et là, je peux vous aider à plonger dans les 13 Hertz beaucoup plus rapidement. Bref, tous les sens peuvent être stimulés pour aider à provoquer cet état second. Et chaque personne est différente. Alors moi, mon but, c'est de trouver la façon pour la personne qui est devant moi. Dans un spectacle, je n'ai pas le temps d'y aller de façon individuelle pour chaque personne. Alors j'y vais avec une hypnose collective de groupe ou un test de réceptivité qui inclut tout le monde. Et là, je vois ceux qui sortent là-dedans. Et si je vois qu'il me manque des bons sujets sur scène, je vais tenter un autre test qui va me permettre d'aller connecter avec un autre type de personne, un autre type de personnalité pour réussir à les emmener sur scène. Et c'est ce qui fait que, soir après soir, c'est de l'improvisation. Je dois improviser et vivre avec ce que j'ai, comme on pourrait dire, comme casting sur la scène, parce que c'est un casting rapide. Quand je trouve mes volontaires sur scène et après que je les hypnotise, je me dis, qui va faire quoi dans le show? Et ça se passe en 2 minutes. Il y a de l'improvisation beaucoup là-dedans aussi. C'est une structure, une base, mais ensuite, c'est d'avoir les personnes qui entrent dans ce que vous souhaitez. Exactement. Vous êtes à l'écoute d'une longue entrevue avec Mesmer, l'hypnotiseur. On est chanceux de l'avoir avec nous en studio. Vous avez beaucoup de questions, de commentaires pour lui. D'abord, on a parlé du fameux livre qui vous a initié, que votre grand-père avait laissé sur une tablette parce qu'il s'y intéressait peut-être pour contrôler ses chevaux. Quelle histoire! Les auditeurs sont nombreux à demander quel est le nom de ce livre. Est-ce qu'on le donne? Non, je ne peux pas le donner. Pourquoi ça? Parce que je le garde. Pour moi, ça fait partie du côté mystérieux que je garde autour du personnage Mesmer. J'ai toujours réussi à amener le côté mystérieux et aussi éducatif au spectacle. Alors, je pense que j'ai la bonne équilibre dans tout ça. Parce que, je l'ai toujours dit, j'aurais pas amené 2,5 millions de personnes dans mes spectacles à voir le show si j'avais fait une conférence sur l'hypnose ou si j'avais fait une conférence sur le subconscient, par exemple. Alors, le côté mystérieux, le côté mystère, le côté show, le côté divertissement a amené ces gens-là dans la salle. Et une fois qu'ils sont dans la salle, moi, ça me permet de passer ce message que le subconscient est puissant. On s'en sert pas assez. On n'a pas été éduqué à s'en servir. Mais c'est là. Et les gens sortent du show puis ils se disent, écoute, je veux en apprendre plus, j'aimerais ça me traiter avec l'auto-hypnose, j'aimerais ça apprendre à maîtriser mon subconscient. Alors, je continue cette ligne directrice-là qui
a créé cet équilibre entre le showbiz, le divertissement et le côté, quand ils arrivent dans la salle, didactique, où j'enseigne un peu plus à chaque spectacle, je donne un peu plus d'informations. Est-ce qu'il y a des personnes aussi pour qui ça pourrait être dangereux d'apprendre ce concept-là, de maîtriser l'hypnose? Des personnes qui ne devraient pas? Non, je vois pas où ça pourrait être dangereux parce que la personne qui apprend l'auto-hypnose, ça va être bénéfique pour elle. Elle va pouvoir apprendre à améliorer sa santé, faire des beaux cycles de sommeil, par exemple, à aller un peu plus loin dans son apprentissage. Et même quand on apprend l'hypnose, on peut pas non plus... on pourrait dire s'en servir pour obliger quelqu'un à faire quelque chose contre son gré, parce que la personne sous hypnose a quand même un certain filtre, si ça va au-delà de sa valeur, ses valeurs profondes, ou si ça va contre au-delà de sa capacité physique, par exemple, la personne va bloquer l'information, la personne va bloquer la suggestion, elle va remonter aux consciences, soit qu'elle va retomber dans un état de sommeil plus profond, alors ça devrait Donc être là, plus il faut rassurer, c'est ça, c'est pas n'importe qui peut prendre le contrôle. J'aime pas cette expression-là, vous non plus, par ailleurs, non, je parle c'est pas ça. le contrôle des gens, c'est une complicité qu'on crée entre deux personnes. Mais c'est sûr qu'il y a des gens autour de nous qui ont des maladies mentales, des troubles dans leur vie, par exemple. Et quand tu hypnotises ces personnes-là, mais c'est sûr que des fois, ils se disent « Oh mon Dieu, il a pris le contrôle de moi », mais c'est pas ça, c'est perçu différemment. Puis moi, quand j'arrive dans mon spectacle, je le dis, je l'explique. Je suis pas là pour prendre le contrôle de votre esprit. On est là pour créer cette complicité entre nous. Et cette complicité-là se crée au fur et à mesure que le spectacle avance. Mais maintenant, ça fait tellement d'années que je fais des shows que quand j'arrive dans une salle, les gens ont envie de le faire. Les gens ont envie de participer. Je fais des tests de réceptivité, tout le monde le fait. Contrairement au début où les gens étaient un peu craintifs. Alors, ça me prenait des fois, après l'entracte, là, j'allais chercher beaucoup plus de gens qui voulaient vivre l'expérience. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai, dans mon spectacle, c'est encore la même structure. Hein, je fais un test de réceptivité au départ. À l'entracte, j'en fais un deuxième test pour aller chercher un autre type de personne. Et à la toute fin, je fais un numéro d'hypnose collective où tous les gens ont la chance de le vivre assis à leur place. Pour ceux qui sont craintifs d'être sur scène, ceux qui sont timides de monter à l'avant. Alors, ils peuvent le faire assis avec leur famille, leurs amis, tout en sécurité. Puis là, ça fait un numéro final incroyable. Mais oui, il y a encore des gens qui me découvrent, mais de plus en plus, les gens veulent le vivre, veulent le faire, ont envie de participer. Ouais. Michael pose une question, puis c'est une question à laquelle je n'avais pas pensé, mais elle est excellente. Il dit, est-ce que Mesmer est hypnotisable? Ah, ben... J'ai tellement fait d'auto-hypnose dans ma vie, j'ai tellement travaillé là-dessus par moi-même que de me laisser guider par un autre hypnothérapeute, c'est difficile pour lui de me guider et pour cet hypnothérapeute-là, parce que j'y vais moi-même au subconscient. Moi, ça me prend 2 secondes, je suis là. Comme en ce moment, on se parle, là, je suis là. Je suis dans les 13 Hertz en ce moment, tout en étant conscient d'être mais voyons donc, pourquoi ça? Là, c'est vous qui êtes... Pourquoi vous êtes mis dans cet état-là pour l'entrevue? Parce que je suis comme ça la majorité du temps dans ma vie. Quand je suis en entrevue ou en spectacle, j'ai appris à descendre dans les zones alpha, ou même je peux descendre à 7 Hertz au niveau θ, tout en étant conscient d'être là. Ça s'enseigne, ça s'apprend. Moi, je l'ai appris. Puis si vous en sortez, là, mettons maintenant, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qui change? Est-ce que je le verrais? Mes amis proches, ma femme, vont voir la différence. Tu sais, je vais devenir un peu plus funny, on a du fun. Puis quand je rentre à 7 Hertz ou à 13 Hertz, il y a comme une différence qui rentre. On est dans le subconscient directement. Et ça, moi, je le fais. Alors là, je fais ça. Vous revenez, Mesmer. C'est la première fois que ça vous arrive, hein, que c'est l'animateur. Oui, c'est ça. Et quand je commence à rire, là, c'est comme on pourrait dire, hop, les 21 Hertz, qui est la conscience, reprend le dessus. Mais j'ai travaillé, écoute, moi, je le sais intérieurement que je change cette fréquence-là. Et là, je me suis toujours dit, est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est seulement mon imaginaire qui me donne cette impression-là? Et j'ai eu la chance de travailler, moi, à Paris, avec le CNRS, le Centre national de recherche scientifique. Et on m'a mis un casque à EEG sur la tête avec 64 capteurs. Okay? Et il y avait des gens qui étaient là dans la salle aussi, qu'eux aussi avaient des casques sur la tête avec 64 capteurs. On avait des gens très réceptifs à l'hypnose que j'avais déjà hypnotisés, des gens non réceptifs à l'hypnose avec qui j'avais beau essayer d'hypnotiser, on n'avait pas cette capacité-là. Et là, on a testé ça. On enregistrait mes fréquences cérébrales et ceux des gens hypnotisés ou non hypnotisables rapidement. Et bref, on a vu qu'avec les gens hypnotisés, ils tombaient à 13 Hertz comme moi j'étais à 13 Hertz. Et on a vu que dans nos cerveaux, avec les gens avec qui je travaillais, il y a une zone qui s'illumine là, dans notre cerveau là, qui était la même au même moment, okay, à la même vibration. Puis avec une autre personne avec qui je ne pouvais pas être en mesure de l'hypnotiser, il n'y avait pas ça qui s'illuminait. Mais je trouvais la technique pour réussir à synchroniser nos cerveaux. Et là, on voyait que ça s'illuminait dans la tête de la personne avec l'ordinateur, on peut le voir, là. On voyait ça, là, la connexion s'établissait. Écoute, là, on a pu comprendre qu'il y a une connexion entre
ce que je fais et les personnes qui vivent l'expérience. Et avec d'autres, la connexion passe moins bien, mais on peut se synchroniser. Et là, donc, c'est que vous, pour arriver à hypnotiser les gens, vous devez vous-même avoir cette partie du cerveau qui est illuminée. moi, je pense que ça aide beaucoup. Ça aide, et c'est ce qui fait la différence entre d'autres qui essaient de faire des shows d'hypnose, par exemple, et que ça marche pas parce qu'il n'y a pas cette connexion-là. Moi, j'ai appris à rentrer dans cet état-là où je deviens, comme on pourrait dire, un diapason. Je vibre à 13 Hertz et les gens vont entendre cette vibration-là de façon inconsciente ou la ressentir et ils vont s'adapter, se synchroniser à ça. Et ça, avec le CNRS, on a pu le prouver, ça. Donc là, ça pourrait m'arriver en vous écoutant parler pendant une heure, là, Oui. sans même que vous fassiez une intention de... Exactement, oui, ça pourrait arriver. Mais ce que je veux amener, c'est que j'ai pu me le prouver à moi-même. Je préviens en régie, là, surveillez-moi. C'est que je voulais me le prouver à moi-même en même temps parce que vu que j'avais le casque sur la tête, les chercheurs étaient là, les scientifiques, je disais, est-ce que vous continuez à enregistrer là, mes fréquences cérébrales? Ils disent, oui, on le fait. Bon, OK, là, je suis à combien? Mais ils disent, là, on voit que tu es vraiment au conscient, mais tu es un Hertz. Ils disent, OK, là, enregistré. Là, ça a pris, 5 secondes. Et on a vu le 13 Hertz. Et là, eux n'en revenaient pas non plus que je pouvais arriver à maîtriser ça, 13 Hertz. Là, je dis, attends, je vais descendre à 7 Hertz. Et ça s'est fait instantanément. Moi, j'étais comme un gamin qui pouvait enfin comprendre, oui, c'est vrai, je le vois, je le sens de l'intérieur de moi, mais là, je peux le voir réellement sur les ordinateurs. Est-ce que ça vous a rassuré? Ça m'a rassuré parce que tout ce que je disais, j'espérais que c'était pas de la foutaise, mais là, je l'ai vu, puis ça marche. Et là, on comprend un peu mieux comment ça marche. Puis honnêtement, moi, je l'explique un peu mieux, même dans mon show, à la toute fin du show, je le dis, moi, je suis là et on va se synchroniser ensemble, on va créer cette connexion-là. Et là, je le vois qu'il y a plein de monde qui deviennent réceptifs instantanément. Mais vous avez même été capable, vous avez battu un record, non, de plus de 1000 personnes hypnotisées en même temps. C'était un peu aussi cette technique-là que vous aviez... Exactement, c'est 1066 personnes en 5 minutes dans la salle qui ont tombé... dans cet état second, qui ont vécu l'expérience d'un numéro, tout en étant conscients d'être là. Eux aussi se sont synchronisés à 13 Hertz, tout en étant conscients d'être là. Mais le subconscient, lui, c'est lui qui nous dirige à ce moment-là. Mais consciemment, tu te dis, mais comment ça se fait que je fais ça? Mais le subconscient, lui, go, vas-y, on y va, on a du plaisir. Alors, c'est assez particulier à vivre cette aventure-là. Quelle entrevue on a en ce moment. C'est incroyable. Mais ça paraît ésotérique, tout ça, mais il n'y a rien d'ésotérique. Hein, c'est scientifique. C'est scientifique, oui. Oui, mais écoute, les recherches continuent d'avancer, la neuroscience continue d'avancer aussi, et on comprend beaucoup mieux comment ça marche. Et moi, je suis très heureux de vivre ça, parce qu'on part de loin, là, quand on part des années... 1900, quand l'hypnose a commencé, c'est un peu plus connu, 1940. Après ça, aujourd'hui, quand j'ai commencé, puis aujourd'hui, je vois l'évolution complètement. Là. Alors, on a des outils pour vraiment montrer aux gens que c'est réel. Ouais. Je rappelle aux auditeurs, vous êtes à l'écoute d'une longue entrevue avec Mesmer, spécialiste hypnotiseur. Ça passe vite, hein, le temps? Ben oui, je regarde l'heure, il est déjà 11h30. On va y aller en rafale, quelques questions qui proviennent de la messagerie. Ben, d'abord, un commentaire. L'hypnose de spectacle, c'est une chose. La puissance du cerveau est extraordinaire. J'ai fait un projet d'hypnose dans un hôpital pédiatrique pour la gestion de l'anxiété et la douleur lors de procédures anxiogènes et douloureuses chez les enfants. Et les résultats ont été extraordinaires. Ouais. On en parle beaucoup aussi. Vous, c'est le côté spectacle, mais il y a le côté santé, là. Ben, écoute... À l'époque, j'avais un cabinet et j'ai décidé de me consacrer au spectacle parce que l'hypnose était mal perçue, mal connue. Et je me disais, il faut réussir à faire passer le mot que c'est puissant. Et j'ai laissé de côté la thérapie pour me consacrer au spectacle. Et je l'expliquais un peu plus tôt, hein, j'aurais jamais attiré 2,5 millions de personnes dans mes salles de spectacle avec une conférence sur l'hypnose, mais le mot se passe. Et par la suite, mais les gens, quand ils voient le show, les gens ont envie de se faire traiter, se faire soigner, trouver une façon différente d'améliorer leur santé. Et là, par contre, là, ils me posent des questions. Les gens veulent comprendre comment ça marche. Et de plus en plus de thérapeutes se sont formés à l'hypnose pour amener justement ce type de thérapie soit dans les hôpitaux, dans des cabinets privés. Et là, il faut dire qu'il y a des charlatans aussi. Là. Il y avait d'ailleurs un dossier dans le Journal de Montréal la semaine dernière. Là, il faut faire attention vers qui on se tourne. Ça fait toujours un peu de tort là-dedans, mais... Ouais. Je pense que ça fait partie de tout, de l'évolution, je pense, de la cause. Et mon but, c'est de faire connaître l'hypnose. Et ensuite, les gens, mais c'est sûr qu'ils aimeraient ça que je les traite moi-même en cabinet parce qu'ils me voient à la télé et ils disent « Hey, Mesmer pourrait me traiter, mais j'ai plus le temps de faire de thérapie. Je fais 200 shows par année, plus les interviews. Alors, je me sens plus utile sur scène à faire connaître ça. » Et ensuite, il y en a d'autres bons thérapeutes. Là, renseignez-vous. Il y a des écoles d'hypnose qui peuvent vous référer, des bons thérapeutes diplômés qui vont vous guider, qui vont vous suivre dans une thérapie. Et on voit, ça a des résultats assez...
flamboyant. Écoute, il y a même au niveau du corps physique, par exemple, une régénération du corps, un grand brûlé, par exemple. Il y a des études qui ont été faites, il faudrait que je retrouve ça, mais il y a des grands brûlés qui vont avoir une cicatrisation des plaies beaucoup plus rapidement étant traités avec l'hypnose qu'un autre qui n'est pas traité par hypnose. C'est assez fulgurant de voir ça. De plus en plus, je pense que ça va être inséré dans la médecine traditionnelle. Et j'ai toujours pensé, moi, que si on arrivait à combiner médecine traditionnelle et médecine de l'esprit, on va arriver à faire des avancées beaucoup plus rapidement ou de la guérison beaucoup plus rapidement à ce niveau-là. Est-ce que ça vous arrive des fois de vous traiter vous-même pour certaines conditions? Ben moi, je suis là-dedans 24 heures sur 24, on pourrait dire ça comme ça. Je fais des tournées, comme je l'ai dit, 180, 200 shows par année, plus les émissions de télé. Je dois récupérer du sommeil rapidement. Cette nuit, j'ai dormi 4h30, mais moi, j'ai appris à faire on pourrait dire, de l'auto-hypnose de façon active. Alors, pendant que je fais l'entrevue là, comme je te dis, je suis dans les 13 Hertz, mon corps se régénère. Mais là, vous n'êtes pas endormi quand même. Non, mais mon corps se régénère pareil parce que le cerveau, lui, le sent qu'on est là. Et si je fais une micro-sieste de 15 minutes, par exemple, ben ça a été prouvé qu'une micro-sieste de 15-20 minutes, ça peut, si c'est fait de la bonne façon, ça peut nous donner une récupération du corps physique ou de l'esprit d'environ 3 heures de sommeil. Tu sais. Alors, quand on apprend à maîtriser ça, ça nous aide dans toute notre vie. Changer de mauvaises habitudes aussi, ça peut nous aider à reprogrammer notre cerveau. Et ça, je m'en sers régulièrement. Mes enfants aussi ont grandi là-dedans. Votre entourage sait comment aussi s'y prendre. Là, vous l'avez comme enseigné à tout le monde autour de vous. Écoute, ça fait partie de moi depuis tellement d'années que les gens qui sont autour de moi n'ont pas le choix de comprendre un peu ce qui se passe. Mes enfants ont grandi là-dedans parce que moi, je pense que si un enfant apprend à maîtriser son cerveau, son subconscient, par exemple, apprendre à descendre dans les zones alpha, ou même plus loin, ça va l'aider toute sa vie. Juste aux études, par exemple, quand on arrive à un contrôle à la fin de l'année, puis là, on est stressé, puis on sait plus les réponses, on le savait la veille, mais on arrive devant notre feuille, puis là, il n'y a plus rien qui sort, c'est parce que c'est le stress qui nous empêche d'aller chercher l'information dans le subconscient. Mais il y a des techniques simples qui nous emmènent dans un état de relaxation à 13 Hertz, justement, et là, les portes ouvrent, le subconscient il est là, puis il dit « Quelle réponse tu veux? » Ben voilà, ça, je te les envoie. Consciemment, on fait « Ah, ben c'est là, ben oui, c'est là. » C'est le stress qui nous empêche de plonger dans cette zone de 13 Hertz, par exemple. Là, vous allez me donner le nom du livre pendant la pause. Ben moi, non, je vais aller acheter ça, question de pouvoir contrôler. C'est un vieux livre de 1905, il y a des meilleurs livres aujourd'hui, mais il y a des bons. Écoute, je vais enseigner ça bientôt, moi, pour apprendre à maîtriser le subconscient par soi-même tout en restant conscient. Ouais, ça va être des séminaires que je vais donner prochainement, peut-être en 2025. Là, je voulais repartir mon nouveau show, il y a eu la pandémie qui nous ont stoppés. C'est ça, oui. Mais je vais être présente, je vous le dis tout de suite. Ben, OK. Merci. Il y a un commentaire de Stéphane, étant très sceptique, Mesmer a rendu l'hypnose crédible. Il y a beaucoup de personnes, justement, qui doutaient. Puis parce que vous faites, puis c'est votre choix aussi d'avoir décidé de faire du spectacle pour un peu démocratiser l'hypnose. On voit que ça fonctionne. Oui, mais mon but premier, c'était de démocratiser l'hypnose pour un jour arriver à faire des séminaires pour enseigner aux gens. Et éventuellement, je suis rendu là. La pandémie me servit à ça quand même. J'ai été 2 ans à arrêter, pas de show, pas rien. Alors moi et ma femme, on a commencé à monter un séminaire et le séminaire est fait. Là, je me suis dit, bon, OK, je vais partir le nouveau show. Une fois que je vais partir le show, je vais avoir les fins de semaine qui me restent pour pouvoir donner des séminaires comme ça. Alors, éventuellement, probablement l'été 25 ou l'automne 25, je vais commencer à faire des formations pour apprendre aux gens à maîtriser leur fréquence du cerveau et reprendre contact avec leur sens physique et les sens, on pourrait dire, suggestifs aussi. Parce que physiquement, quand on touche un verre, on le sent dans nos mains, mais on peut le toucher dans l'invisible aussi. Ces sens suggestifs-là peuvent être, on pourrait dire, reconnus par notre cerveau et apprendre à maîtriser. On peut apprendre à les maîtriser, ces 5 sens-là. Alors, ça va nous aider ça dans toute notre vie par la suite. Dans le contexte de mes entrevues, parce qu'il y en a chaque semaine, les jeudis, cette semaine, c'est vous le chanceux. Bien, vous avez entendu la semaine dernière Jean-Marc Généreux, oui. Parce que vous nous avez écrit dans la messagerie. Oui. Ah, je l'aime, Jean-Marc. Jean-Marc, je t'aime. Tu m'as dit ça la semaine passée, mais je te répète la même chose. Il est venu au show lundi. Je l'ai vu, toujours sympathique. On se croise souvent dans les avions. Je te jure, il y a une synchronicité. Il prend un avion, je prends un avion, on est dedans en même temps. Et ça arrive très souvent. Ça arrive vraiment très souvent parce que lui aussi, sa carrière fonctionne très bien en France. Moi, c'est la même chose. Je suis là 6 mois par année. Mais ça donne qu'on a des congés en même temps. Je ne sais pas, on revient chez nous en même temps, dans le même avion. Alors, c'est toujours sympathique de le rencontrer puis de parler avec lui. Oui, puis moi, je suis contente de savoir que vous êtes un auditeur du 98.5, oui. Comme vous avez entendu cette entrevue. Si vous êtes auditeur, vous savez peut-être que dans ces entrevues-là, je parle à des gens de l'entourage. Ah!
OK. Ah ouais! Non, ça, je savais pas ça. Vous faites pas exception. J'ai demandé à une personne de nous expliquer, en fait, qu'est-ce que vous représentez pour elle. On l'écoute. Ah oui? C'est vraiment le Wayne Gretzky d'hypnose, Mesmer. Fait que il a jumelé plusieurs techniques ensemble pour réussir à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Puis pour arriver à ce niveau-là, comme dans tout, je pense, ben c'est du travail, puis c'est du travail, puis c'est du travail, puis c'est la recette. C'est la recette du succès, c'est ça. C'est le travail dans ce que tu veux faire. Puis j'ai l'impression qu'avec Mesmer, il n'y a jamais de bout. Il va toujours aller plus loin, puis toujours peaufiner. Mesmer, il s'assoit pas dessus, il veut toujours aller plus loin. Fait que ça, c'est vraiment une des grosses qualités qu'il y a aussi, là. C'est qu'avec lui, tu sens que t'amènes à te dépasser toi-même parce que tu veux essayer de te dépasser autant que lui se dépasse. T'sais. Fait que ça, c'est un gros plus aussi. Puis c'est mon frère cosmique. On est vraiment comme deux frères, je te dirais. Des fois, on fait juste regarder des yeux, puis on sait exactement ce qu'un veut dire à l'autre et l'autre qui veut dire à l'autre. Puis moi, ça fait au moins 20 ans qu'on travaille ensemble. Puis ça a toujours été comme ça. Du premier jour où on s'est rencontrés, on dirait comme, ben voyons, toi, hein, tu fais ça toi aussi? Ben oui, moi aussi. Hein, ben voyons, hein, c'est incroyable. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours dit que, puis lui aussi d'ailleurs, là, on est comme deux frères cosmiques. Ah oui. C'est Luc Sirois. Oui, c'est ça, réalisateur. Hein, vous avez travaillé de ensemble. toutes les émissions, les plus grosses émissions que vous voyez au Québec, là, c'est Luc, là, en direct de l'univers, chanteur masqué. Luc a fait mes émissions de télé, c'était lui, on s'est connus. Écoute, ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble, puis c'est sûr qu'on est des frères cosmiques. On l'a toujours dit, puis des fois, il s'amuse à m'imiter sur la scène devant les caméras. Bon, ben, moi, je suis en train de jeter au maquillage, et lui, il monte sur scène, puis c'est lui le réalisateur. Il n'a pas besoin de faire ça. Il pourrait mettre quelqu'un d'autre, mais il va. Il va sur scène, et là, il place les éclairages avec son équipe, puis il dit « Au compte de 3, au compte de 3. » Je te jure, je l'imite bien quand il m'imite. Alors, au compte de 3. Alors, non, on a du plaisir. Ouais, on se ressemble beaucoup. Hein. On est... lui aussi vient d'un milieu modeste en Ontario francophone, je crois que c'est dans le coin de... Écoute, je me souviens plus de la ville où il vient, là. Mais bref, on est deux gens de la campagne, je pense, qui se reconnaissent, on a les mêmes valeurs. Puis, ouais, on se côtoie pas assez souvent à mon goût parce qu'on a des horaires tellement chargés tous les deux. Mais oui, écoute, lui aussi, il aime la poutine. Et il aime surtout le ketchup, Luc. Hein, Luc? Il va t'amener de belles bouteilles de ketchup. Justement, je lui ai posé la question, une chose qu'on ne sait pas de vous, Mesmer, oui, qu'on devrait savoir. On écoute Luc Sirois. Une chose qu'on ne sait pas de lui, qu'on devrait savoir, c'est que vous voulez lui faire plaisir, donnez-lui une bonne poutine. Tu vois? Une vraie bonne poutine. Il va être vraiment heureux. Ouais, Ma mère adore la poutine. Vraiment, là, mais à un niveau incroyablement supérieur à tout être humain normal. Non, mais écoute, je vais en Europe et je trouve les spots où ils font des poutines. Parce que, tu sais, quand je suis 6 mois là-bas, je me dis, je m'ennuie de chez nous. Puis qu'est-ce qui fait penser à chez nous, là? C'est le bon plat réconfortant. Même, j'ai des chefs cuisiniers qui me suivent dans les tournées en Europe. Parce qu'on suit 6 soirs semaine en tournée. Alors, j'ai pas le temps d'aller dans les restos. Bref, on a des chefs cuisiniers qui me suivent, qui fait la nourriture pour toute l'équipe. Okay. Et là, mais des fois, ils me font des trucs, là, mais je dis non, pas ça. Non, là, j'ai ma liste de trucs, là. Hey, faites-moi un ragoût de boulettes. Faites-moi, écoute, des patates. OK, c'est la tradition comme ça, là, le ragoût, les patates. Faites-moi un jambon à l'érable, quelque chose, là, tu sais. Puis finalement, ils arrivent, ils me font des plats. Là, je dis, enfin, je me sens chez nous. Tu sais, je me sens comme si j'arrive chez ma mère, puis que là, j'ai une fondue bourguignonne qui est là, ouais, on s'amuse, tu sais, bon, un potage. Et ça, ils me font rire parce que en France, mais c'est pas le temps des potages. Non, c'est pas la saison des potages. Je m'en fous, j'en veux un potage, même si on est au mois de juin. Moi, j'aime ça. Un potage aux légumes, un potage aux carottes. Faites-moi un potage. Et là, c'est drôle de voir comment les cuisiniers ont les gros yeux quand je leur demande de faire un pâté chinois, par exemple. De quoi? Un pâté chinois. C'est quoi ça? Steak, blé d'Inde, patate. Et là, souvent, ils m'en font un, mais là, ils vont d'une initiative personnelle. Ah, j'ai rajouté ça parce que je trouvais que non, tu rajoutes rien, suis la recette. Prends Ricardo, suis la recette. Et finalement, ben oui, là, ils me connaissent maintenant. Alors, j'ai dans ma semaine toujours un petit plat réconfortant quelque part pour m'aider à passer tous ces longs mois quand je suis pas chez nous. Oui, puis votre ami Luc Sirois m'a même renvoyé un texto hier soir parce qu'il disait, j'ai oublié de dire par rapport à la poutine, là, il a même montré la recette à un chef en France. Oui, c'est pour ça. être certain que ce soit fait comme il souhaite. Là. Oui, et puis j'ai
écoute, à Besançon, par exemple, il y a un Québécois qui est là depuis plusieurs années. Il s'est parti un restaurant qui ressemble à une cage au sport. Restaurant, et il diffuse des matchs des Canadiens là-bas. Alors, quand je vais à Besançon, je vais toujours dans son restaurant. Puis, il y avait toujours ce petit fromage en grains qui manque en France, que c'est pas comme chez nous. Puis lui, il sait, puis il dit, écoute, un jour, je vais en faire du vrai. Et il s'est fait monter des cuves à fromage là-bas en Europe. Et là, ce jour, c'est rendu le plus gros distributeur de fromage en grains à la québécoise en Europe. Et là, il fait toutes les petites places de resto québécois. Il y en a un autre qui vient de la Beauce, qui reste à Dijon maintenant, qui lui, il fait sa poutine. Là, il fait la poutine Dalton du Ashton, par exemple, à Dijon. Quand j'ai vu poutine Dalton, je fais, ça, c'est un gars de la région. Et finalement, le gars, le propriétaire, c'est un gars de la Beauce qui a décidé de partir dans un resto là-bas. Il fait des bonnes poutines. Écoute, vraiment, je me sens chez nous. J'ai trouvé mon circuit, par exemple. Je mange pas de la poutine à tous les jours, là, je vous le dis. Mais j'ai trouvé quand même mon circuit. Quand j'arrive dans telle ville, je vais aller voir monsieur un tel, je vais aller voir l'autre là-bas. Bref, moi, j'apprends et je pense que j'aurais dû investir dans le fromage en grains en Europe. Finalement, hein, c'est ça. Ça commence à faire de plus en plus à prendre de plus en plus de place là-bas. Mesmer, je vous garde avec moi. On termine l'émission ensemble. Oui. On termine l'émission en compagnie de Mesmer, qui nous fait le plaisir de nous accorder une longue entrevue. On a vraiment le temps. Hein? Ben oui, ça me fait plaisir. On va ailleurs. Écoute, on parle de poutine puis de potage aux légumes et de ketchup pour Luc. Mais c'est ça qu'on aime. D'ailleurs, il y a un auditeur qui nous a écrit bon, je sais ce que je vais manger pour dîner. Merci, Mesmer. C'est Jocelyn qui nous a écrit ça. Mais moi aussi, ça m'a donné le goût. Ben oui. Il n'y a rien de mal à s'en prendre une de temps en temps, hein, c'est ça? Ben, c'est ça. Puis, ce qu'on va faire là, d'ici la fin, parce qu'il nous reste quelques minutes, on va répondre à des questions d'auditeurs parce que, je le disais, on en a eu énormément. Là. D'abord, la question, d'où vient le nom Mesmer? Ah, mais là... Écoute, d'où vient le nom Mesmer? Mesmer, c'était un des pionniers de l'hypnose à l'époque. On n'appelait même pas ça hypnose à cette époque-là, dans les années 1700. C'était Franz Anton Mesmer. Il écrivait seulement qu'avec un S. C'est un médecin autrichien que lui a commencé à étudier des phénomènes de magnétisme animal. Hein. Le mesmérisme est arrivé grâce à lui. Le magnétisme animal a été découvert grâce à lui. On pourrait dire, pas découvert, mais un peu plus... vulgarisé, on pourrait dire ça comme ça. Alors, et c'était, on pourrait dire, un des premiers à oser en parler, parce qu'à l'époque, en 1700, là, tu pouvais être passé pour un sorcier puis aller sur le bûcher assez rapidement, ou emprisonné, ou même Mais pendu, imagine un petit garçon qui arrive puis son ami a le bras qui plie plus. Oui, c'est ça. En 1970, on n'était plus à la pendaison, là, c'était correct. Mais à cette époque-là, ça a été vu qu'il y avait une étiquette de médecin, il a pu en parler un peu mieux. Et là, je me suis dit, pourquoi pas amener Mesmer, ce nom-là, à l'avant-plan pour, on pourrait dire, en hommage à Franz Anton Mesmer, mais aussi, je me disais, si j'ai une carrière anglophone, mesmerize, qui vient de Mesmer, un peu de gens le savent, mais le verbe mesmériser, ça a été transmis en anglais à mesmerize. Et mesmerize, je dis ça va bien marcher aux États-Unis ou en anglais, ça va bien passer. Et alors j'ai dit, je vais prendre ce nom-là. Puis ça a toujours resté, puis ça a marché. Écoute, et des concours de circonstances comme ça qui fait que j'ai choisi ça aussi, que ça serait trop long à expliquer ici, là, mais un jour, j'ai fait le choix, je dis OK, ça va être ça, parce que j'ai eu tellement de signes qui me poussaient vers ça, que je dis OK, je peux plus l'ignorer. Là. J'étudie les signes. Moi, je suis à l'écoute de ce qui m'arrive autour et je me laisse guider. Hein, et notre subconscient nous envoie des choses ou fait arriver des trucs autour de nous. Et là, il y a une chose, une banalité qui va arriver, puis là, on va faire OK, j'ai perçu ce que j'avais à comprendre là-dedans, puis je me laisse guider comme ça dans la vie. Justement, parlant des noms, là, vous avez 4 enfants, dont 2 jeunes filles. Ouais. Leur nom, c'est Magie et Soleil. Oui. Est-ce que c'est un peu ce que vous venez d'expliquer qui peut oui, mais c'est aller pas dans moi le qui sens les ai de ces choisis. noms? Hein? Non, OK. Non, c'est pas moi qui les ai choisis. C'est ma femme qui avait envie d'appeler ma fille Soleil la première. Puis moi, je disais Soleil, mais peut-être Marie-Soleil, Annie Soleil. Non, juste Soleil. Ah, t'es sûr? Et j'ai douté longtemps. Et un matin, je te jure, là, on sort de la maison et il y a un tournesol qui a poussé dans la nuit. Je sais pas, je te jure, il était pas là la veille. Puis le lendemain, on a un tournesol d'à peu près 45 cm de haut dans notre plate-bande. Je vais, voyons donc. Puis un tournesol, c'est une fleur soleil. Je dis, OK, c'est un signe. Puis même à l'hôpital, j'hésitais encore. Ma femme a dit, écoute, on signe-tu le prénom là, sur la feuille? Je dis, je sais pas, écoute, je suis pas certain. Mais il pleut. Pourquoi vous n'étiez pas certain? Écoute, Soleil, c'était un nom commun, puis là, ça devient un nom propre. Là, j'ai dit, OK, je suis pas certain. Mais finalement, ça y va tellement bien. Mais écoute, l'autre preuve qui est arrivée, ce qui m'a fait choisir ça, c'est qu'elle vient d'accoucher, OK?
Et là, mais on est dans la même journée. Moi, j'ai faim. Encore une fois, j'ai souvent faim. Une bonne poutine à côté de l'hôpital? Non, mais à côté de l'hôpital, il y a une pizzeria. Je dis, je vais aller me chercher une petite pizza. Puis elle a dit, oui, j'ai tellement faim aussi. Amène-moi une pointe, je pense que ça va être réconfortant. Je m'en vais à la pizzeria, mais il pleut, là. Mais il pleut, là. Et là, j'arrive à la pizzeria, je viens chercher ma pizza, et là, le monsieur, il dit quoi? Là, j'ai dit, donne-moi des ustensiles, parce qu'il n'y en a pas à l'hôpital. Il dit, lui, il savait pas que j'étais à l'hôpital. J'ai dit, donne-moi des ustensiles. Il dit, vous allez faire un beau pique-nique au soleil. Il me dit ça comme ça, puis il pleut, là. J'ai dit, oui. J'ai dit, le soleil va toujours être avec moi aujourd'hui, jusqu'à la fin de mes jours. T'sais. Et quand je sors du stationnement, je te jure, OK, je touche du bois. Là, il y en a là, sur la table, oui. Oui, c'est ça. Je sors du stationnement, il pleut. Mais il y a un rayon de soleil juste sur ma voiture. J'ai fait, voyons donc. J'ai dit, OK, j'ai compris, ça va être soleil, c'est parfait. Et Magie, mais c'était un peu le même scénario qui s'est passé. Ça a été vraiment concluant. Je fais, OK, parce que moi, Magie, ma fille s'appelle Magie. Là, je dis à ma blonde, je dis, écoute, je pense que les gens vont penser que c'est commercial ce qu'on fait. Là. Magie, moi, je fais un peu de la magie. Les gens me prennent ça comme un magicien. Elle dit, non, je te le dis, c'est beau. Non? OK, puis finalement, il s'est passé tellement de trucs qu'on a fait, OK, ça va être ça aussi. Alors, mais ça colle très bien à mes deux filles, je te le dis. Là. Oui, parce que votre femme, votre blonde travaille avec vous aussi sur scène. Vos filles vous suivent. Là. Vous êtes toute la gang là-dedans. Là. Oui. Mes fils aussi, quand ma blonde n'est pas là avec mes deux filles, parce que, écoute, ils ont 7 ans puis 3 ans, je peux pas leur faire un marathon de 5 shows semaine à tous les jours. Là. Alors, mes fils aussi viennent dans mes spectacles. Alors, on fait ça de façon familiale. C'est une façon pour moi de retrouver ma famille puis d'être bien entouré. Ce côté-là est important pour moi de les emmener. Puis qu'on vit une vie de saltimbanque aussi. Quand on part en Europe, on a le tour bus qui est là, on est ensemble, on change on va de ville en ville. On a vraiment du plaisir à faire ça. Une question, on continue. Là, il reste seulement comme 1 minute. Quand je dis que ça va vite, là, oui. Est-ce que vous seriez capable, c'est une question d'un auditeur, d'hypnotiser par la radio? C'est-à-dire quelqu'un qui vous écoute, ça peut arriver. Oh, je l'ai déjà fait. Mais voyons donc. Je l'ai déjà fait, même souvent, mais j'aime mieux être là sur place pour, on pourrait dire, contrôler ce qui pourrait arriver. Tu sais, la personne pourrait s'endormir chez elle, puis finalement, les autres autour commencent à paniquer parce qu'ils disent, voyons donc, elle dort, puis elle se réveille pas, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des fois des émois chez certaines personnes. Alors, j'aime mieux être là pour contrôler, mais je l'ai déjà fait. Hypnotiser quelqu'un par un texto aussi, je l'ai déjà fait. Envoyer un texto à quelqu'un puis l'endormir, ça se fait aussi. Avec Claudia Bachar, c'est un numéro où j'ai fait ça. Claudia Bachar, qui était une animatrice télé à l'époque, elle faisait la poule aux œufs d'or avec Guy Mongrain. Je l'ai hypnotisé par un texto. Elle était dans un restaurant, puis on avait filmé ça, caméra cachée. Elle reçoit un texto et paf, elle tombe dans un état d'hypnose. Alors oui, il y a des façons de parler aux gens, des façons de communiquer de façon différente et la technologie m'aide à aller chercher des façons différentes d'amener l'hypnose. C'est fascinant. C'est clair que je vous réinvite à un certain moment parce que j'ai encore plein de questions pour vous, les auditeurs aussi par ailleurs. Donc, votre spectacle, on peut acheter des billets. C'est 13 Hertz. C'est nouveau depuis lundi. Oui, écoute, sur la Rive-Sud, il y a encore 10-30. La Prairie, Saint-Eustache. Alors, venez me voir, mesmer.ca. Mesmer, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. On se dit à bientôt. Merci aux auditeurs pour votre présence. À demain.